vous voulez que je réponde là-dessus? Oui, non, bien entendu, je crois qu'on a beaucoup abusé de ce mot terroriste. Vous savez, dans toute l'histoire, hein, quand il y a des conflits internes, il y a eu tendance des gouvernements de traiter leur opposant de terroriste. Hein. Ça a toujours été la manière de traiter. Tous les opposants ont été qualifiés de terroristes par les gouvernements, enfin pas tous, mais très souvent ça a été le cas. Donc il faut analyser. Le mot terroriste n'est pratiquement pas intégré au droit humanitaire. Par contre, il y a des violations du droit humanitaire qui sont qualifiées. C'est sûr que la distinction que vous faites est faite dans le droit humanitaire. L'attaque d'une cible militaire dans le cadre du droit humanitaire, hein, dans le cadre d'un conflit armé, est admise. L'attaque d'un bien civil ne l'est pas. Donc le droit humanitaire fait bien entendu cette différence. Et ces amalgames, cette manière d'utiliser le mot terroriste à tout bout de champ est très dangereux. Hein. C'est bien sûr qu'il y a une différence à faire. Jean-Luc Florent. Oui, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Yves Sandoz. Simplement, effectivement, le terme terrorisme est utilisé d'une manière très générale et mis un peu à toutes les sauces. En droit, en tous les cas, moi j'aurais tendance à dire, et je pense que Ronnie Broman l'a tout à l'heure souligné, que s'agissant de terrorisme, on parle plutôt d'acte de terrorisme, en termes juridiques. La notion de terrorisme est davantage une notion politique en termes juridiques, on parle d'acte de terrorisme. Simplement, il n'y a pas de définition du terrorisme en général, et la communauté internationale ne parvient pas à se mettre d'accord sur une définition générique du terrorisme, ne serait-ce que parce que l'une des difficultés dans le cadre de la négociation d'une convention générale contre le terrorisme en négociation depuis plusieurs années à l'Assemblée générale des Nations unies et qui est bloquée depuis une dizaine d'années, c'est justement la problématique à la fois de ce que l'on appelle le terrorisme d'État, et deuxièmement, le rôle des forces armées dans la répression des actes de terrorisme, et qui rejoint dans une certaine mesure la question du terrorisme d'État. Donc il n'y a pas de définition générique, agréée au niveau universel du terrorisme. Simplement, il y a des actes de terrorisme. La prise d'otages, détournement d'avions, etc. Ces actes peuvent intervenir dans le cadre d'un conflit armé. À ce moment-là, ce sont les règles du droit international humanitaire qui s'appliquent. Par exemple, le droit international humanitaire condamne la prise d'otages, par exemple. Bon. Soit ça n'est pas un conflit armé, et à ce moment-là, ce sont les conventions existantes en matière de lutte contre le terrorisme qui s'appliquent. Donc je crois effectivement qu'il faut faire la part des choses et ne pas donner le sentiment que, par le biais du terrorisme accolé au droit international humanitaire, on va arriver à des conclusions dans un sens ou dans un autre. Je pense que ça n'est pas la bonne solution et pas la bonne façon d'agir et de voir les choses, me semble-t-il. Merci. Et Rouri, une réaction et on passera ensuite au dernier volet de notre débat. Non, juste je veux donner, parce que ça ne me cesse pas de me choquer, ce discours sur le terrorisme et ses effets sur la Palestine. Et on l'a tellement mal vécu. Juste pour donner deux exemples. Récemment, contre un vidéo d'1 minute, Israël a libéré 20 prisonniers femmes qui sont emprisonnés. D'ailleurs, ce sont des prisonniers politiques. Ils sont traités comme des criminels. Parmi eux, il y a une mineure de 15 ans qui est traitée comme adulte. Et puis une maman avec son bébé en prison. Et contre un vidéo, on libère 20 femmes palestiniennes. Quelle image ça donne? Cette double poids de mesure devient tellement choquant dans l'image qui est donnée vers le monde entier. Et il faut que le droit s'exprime sur ces questions. On ne peut pas traiter 1000 prisonniers, 11 000 prisonniers palestiniens, d'ailleurs ces jours-ci, 11 000 prisonniers politiques, on n'en parle pas, mais on parle par exemple de Shalit, capturés. Moi je suis maman, alors j'ai beaucoup de cœur pour toute fille, et ils doivent tous revenir chez leurs parents, mais quand même il faut un langage politique qui est plus équilibré et qui fait référence en droit, en respect de ces droits. Un autre exemple, c'est les cibles militaires. Moi, je regarde les statistiques israéliennes, par exemple.
tous les actes terroristes palestiniens. Bon, il y en a toujours des centaines, des dizaines tous les jours, mais c'est toujours beaucoup parmi eux. Chaque acte qui est un acte contre un civil militaire est considéré comme un acte terroriste. Ce n'est pas acceptable. Il faut cet langage qu'elle ne soit pas permis, parce que les États ils ont obligation de respecter le droit, et il faut que quelqu'un parle, au moins sur le niveau médiatique. Oui, je voulais dire, j'ai pas très bien compris humanitaire versus politique dans la question de M. Brauman, mais ce que je voulais dire, que même s'il n'y a pas une solution politique maintenant pour cette occupation, c'est pas possible que le monde permet la continuation de ces crimes contre tout un peuple pris otage, occupé. On ne peut même pas aller d'un village à l'autre. Vous savez très bien l'histoire de 600 ou quelques barrages militaires qui rendent notre vie impossible. Toute une ville, Jérusalem, qui est le cœur de cet État, cette entité palestinienne, complètement isolée. Je veux bien voir comment Paris, si elle était isolée par un mur, comment les Français vont agir, et que cette situation quand même continue. Moi, j'ai perdu le fil de mes idées. Mais voilà, il y a cette double poids, double mesure, d'abord dans la qualification des crimes, mais aussi il y a l'humanitaire, ça veut dire que les gens puissent vivre, qu'il y a de l'eau à boire, qu'il y a une maison à maintenir, que aussi au moins soit respecté, même s'il n'y a pas une solution politique. Merci. Je vous propose, dans cette dernière partie, qu'on rebondisse maintenant un peu vers l'avenir. Donc je me retourne vers nos experts avec un double questionnement. Le premier questionnement, c'est quel type de nouvelle approche est nécessaire ou pas vis-à-vis des belligérants, puisqu'on a longuement disséqué dans notre débat d'aujourd'hui le fait que ce droit international humanitaire, dans son côté statique, ce qui est logique depuis 60 ans, est confronté aujourd'hui à des situations nouvelles. Alors il y a la question des milices. Comment parle-t-on droit international humanitaire aujourd'hui à des milices? Est-ce qu'il y a d'autres règles qui viennent aujourd'hui s'imposer face à l'universalité, c'est-à-dire des règles culturelles, des règles religieuses, des règles coutumières? Les États, comment est-ce qu'on parle aux États? On a des exemples précis. Et puis, double questionnement, parce qu'il y a aussi évidemment les nouvelles approches vis-à-vis des populations. On voit bien que les populations civiles sont aujourd'hui au cœur des conflits. Alors, cette responsabilité à protéger que proclame l'ONU, quels outils faut-il? Est-ce qu'il faut une nouvelle approche, là aussi? Est-ce qu'on est aussi dans cette limite du droit d'ingérence? Vaste question qui pourrait fournir, là aussi, un débat, mais sur lequel je vous demanderai quand même brièvement de nous brosser des pistes pour un avenir possible. Donc je me tourne peut-être vers Yves Sandoz, et puis ensuite vers vous-même. Donc en quelques mots, nouvelles approches donc, pour ce droit, pour qu'il reste pertinent. J'aimerais bien pouvoir vous répondre, hein, mais la question n'est pas très simple. Parce que, au fond, comme j'ai dit au départ, ce qu'il faut absolument défendre, c'est un noyau dur de certaines valeurs qui sont tout à fait simples et qui sont bien comprises. Maintenant, une des questions qui s'est posée ces dernières années, c'est de savoir comment, au fond, impliquer davantage, responsabiliser davantage les mouvements d'opposition. Comment est-ce qu'on arrive à dire? Alors, il y a eu cette idée qui a été mise en œuvre par l'organisation Appel de Genève, une organisation non gouvernementale, mais qui a eu le soutien du gouvernement suisse, qui a au fond fait venir à Genève un certain nombre d'organisations, de mouvements d'opposition. Et puis, ces mouvements d'opposition sont engagés. Alors, le premier axe était assez limité, c'était par rapport aux mines antipersonnelles. Mais qui était un problème quand même majeur dans beaucoup de conflits, sont engagés à ne pas utiliser les mines antipersonnelles. Et puis, je crois qu'ils continuent. La deuxième réunion a porté sur la question des enfants combattants, qui est aussi un problème tout à fait majeur. Ils ont essayé d'obtenir un engagement de ces mouvements de libération. Alors, bon, ça c'est une approche intéressante parce que, comme on l'avait dit, les conventions de Genève, c'est pas seulement d'être d'accord, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Alors c'est vrai qu'à partir des protocoles de 74-77, il y avait un sentiment d'appartenance beaucoup plus large puisque d'autres États avaient participé. Alors ça donne un certain sentiment d'appartenance. Il ne faut pas non plus trop idéaliser. Je crois que c'est un effort intéressant.
Mais il faut quand même que vous ayez pour cela des partenaires qui acceptent certaines valeurs. Prenez aujourd'hui le problème de ce qui se passe au Mexique, par exemple, où vous avez des mouvements qui disposent d'armements, qui ont réellement une structure, qui contrôlent certaines régions du pays, ou certaines régions de certaines villes, en tout cas, il y a le problème des grandes villes. Mais au fond, leur base, c'est le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, le trafic de drogue, la prise d'otages.